Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Killer Instinct où on va parler de l'histoire d'un tueur. Ici on va parler d'un tueur en série russe. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on se plonge dans la macabre histoire de Andrei Tchikalo. C'est le 16 octobre 1936 qu'un monstre est né en Russie. Andrei Tchikalo n'a pas eu pour sûr une enfance des plus faciles. Enfant de parents agriculteurs, il a subi la collectivisation, un phénomène qui a engendré beaucoup de famines, dont beaucoup de familles étaient victimes, notamment la famille d'Andrei Tchikalo. Bercé par des histoires macabres, le jeune garçon s'est vu raconter par sa mère que son frère, de 4 ans son aîné, a été enlevé par les voisins, assassiné et dévoré par eux-mêmes, lui faisant croire que ses voisins étaient des cannibales. La misère de la famille était tellement grande que ses parents et lui-même dormaient ensemble dans une petite cabane, dans le même lit. Et là où je disais que l'enfance du jeune garçon était très difficile, c'est que quand le jeune garçon, naturellement comme beaucoup d'enfants, faisait pipi au lit, sa mère le battait pour le punir. Andrei Tchikalo a grandi. Il a fait des études dans plusieurs domaines. Il a fait des études de littérature et aussi de génie mécanique. On avait quelqu'un d'un peu touche à tout. Et pour sûr, quelqu'un qui n'était pas destiné au futur macabre qui l'attendait. Andrei Tchikalo est devenu instituteur et en 1963, il a trouvé l'amour et s'est marié. Sa femme était la fille d'un mineur du nom de Féodosia Odnatcheva. Désolé, le russe c'est pas la langue que je maîtrise le plus. De leur amour est né un premier enfant, une fille, du nom de Lyudmila. Il a eu également un garçon du nom de Louri. Il a réussi à avoir des enfants malgré que physiquement il avait quelques pannes pour réussir à procréer et avoir des enfants. J'espère que vous arriverez à comprendre. Après tout cela, Andrei Tchikalo a trouvé un emploi de commis à l'approvisionnement dans une usine de construction, ce qui lui permettait de voyager énormément, notamment dans une région bien particulière, la région de Rostov-sur-le-Don, une région par laquelle passe un fleuve qui se trouve à l'ouest de la Russie. Et c'est là-bas, dans cette région, que Andrei Tchikalo va développer un attrait pour les meurtres en série. Avant de vous parler des meurtres, je vais vous parler un petit peu de la raison qui le poussait à faire tout cela. En fait, ces meurtres lui donnaient une excitation qu'il n'arrivait pas à avoir quand il était avec sa femme. Cet homme avait un mode opératoire, il torturait et assassinait. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Une fois déjà un acte abominable commis, il en commettait un second, il mutilait ses victimes et en dévorait la chair, notamment la poitrine des femmes et les organes génitaux. Pourquoi il faisait ça? Parce que ça lui proposait un plaisir, une excitation supplémentaire qu'il n'arrivait également pas à trouver dans son ménage. Autre acte macabre supplémentaire qu'il commettait sur ses victimes, il ressentait également un plaisir à enlever les yeux de ceux qu'il avait agressés. C'est quelque chose de vraiment très dégueulasse, je vous l'accorde. Ses victimes avaient tous le même profil, c'était soit des prostituées, soit des fugueurs, et en fait il s'attaquait à ces personnes-là parce qu'il en était dégoûté, considérant que ces personnes avaient ce qu'il appelle des mœurs relâchées. Venons-en maintenant à ses premiers meurtres. Le 22 décembre 1978, Lelena Zakotnova était une écolière de 9 ans. Elle a été abusée, poignardée et étranglée par Andrei Tchikalo. On a retrouvé son corps sans vie 2 jours plus tard, au bord d'une rivière, dans la région de Rostov-sur-le-Don. Andrei Tchikalo n'a pas été inquiété du tout vis-à-vis de ce meurtre parce que l'enquête a été bâclée. Bien que l'homme ait quand même été soupçonné et interrogé, les personnes en charge de l'enquête ont préféré s'orienter vers un autre suspect qui leur semblait beaucoup plus probable, un jeune homme, Alexandre Kravchenko, âgé de 26 ans, qui était un criminel qui avait déjà été condamné pour un meurtre. Il était en liberté conditionnelle à ce moment-là parce qu'il était encore mineur quand il avait commis le premier meurtre. Et à l'issue d'une garde à vue plutôt musclée, je pense que vous avez une image de la Russie un petit peu autoritaire. Hein. On a tous un peu cette image de la Russie très autoritaire et du coup la garde à vue était tellement musclée qu'en fait, pendant cette garde à vue, où il a sûrement été battu, il a avoué le meurtre de la jeune écolière de 9 ans, alors que ce n'était pas lui. Plus tard, il s'est rétracté sur ce qu'il avait avoué, et bien qu'il y avait des incohérences dans le dossier qui ne l'incriminaient pas, il a quand même été condamné à mort pour ce crime. 3 ans plus tard, le 3 septembre 1981, Andrei commet son second meurtre. La victime n'est pas une écolière, c'est une prostituée, âgée de 17 ans, du nom de Larissa Kachenko. Encore une fois, il n'a jamais été incriminé pour ce meurtre, et 9 mois plus tard, de nouveau, une fillette de 12 ans, Lyubov Biryuk, a été retrouvée assassinée. La justice va retenir au total 49 autres meurtres qui semblent montrer le même mode opératoire, c'est-à-dire des faits d'un seul homme. Néanmoins, à cette époque-là, la justice refuse de se dire qu'un seul homme peut être capable de faire tous ces crimes. La raison en est vraiment toute simple, c'est que selon l'idéologie soviétique, il ne peut pas exister
de tueurs en série. C'est forcément l'œuvre de plusieurs tueurs différents. On a quand même affaire à une cinquantaine de meurtres, du coup le ministère de l'Intérieur met en place une sorte d'équipe, une task force, qui va enquêter sur cette affaire pour essayer quand même de trouver un responsable. C'est le commandant Fetisov qui est mis au commandement de cette équipe, et cet homme va recruter les meilleurs spécialistes pour mettre la main sur l'individu ou les individus qui ont commis toutes ces macabres atrocités. Parmi cette équipe a été intégré le lieutenant Viktor Burakov. Cet homme s'est transformé en profiler et a tenté de dresser un portrait robot du tueur pour mettre la main dessus. Il a fait ça avec des spécialistes pour avoir le portrait robot le plus fidèle possible. Mais pas que. Il s'est également entretenu avec un tueur en série qui avait été déjà emprisonné pour que cet homme, connaissant le milieu macabre des meurtriers, confirme ou non le portrait robot qui a été dessiné. Est-ce que ce portrait est cohérent? Le tueur en série questionné a dit que oui, tout semblait correspondre, et donc le portrait robot qui est établi, c'est un homme qui aurait été victime d'abus pendant son enfance, qui aurait un emploi qui lui permettrait de voyager assez régulièrement, et effectivement, nous qui avons toute l'histoire, on voit bien que ça colle. Effectivement, Andrei Tchikalo a bien été abusé dans son enfance en étant battu par sa mère, et en plus de ça, il a un emploi qui lui permet de voyager dans la région de Rostov-sur-le-Don. Ce n'est qu'à la fin des années 80 que les enquêteurs vont se diriger vers la possibilité d'un tueur unique, pour une très bonne raison. L'arrivée du glasnost, qui est en gros une politique sur la liberté d'expression, et également la mise en place de la perestroïka. Bon, je vous invite à vous renseigner si le sujet vous intéresse, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est assez complexe, c'est une politique économique et sociale qui a été mise en place par la Russie, qui était encore l'URSS à l'époque. Les enquêteurs ont pu déterminer le groupe sanguin du tueur en analysant de la semence séchée retrouvée sur une des victimes. Au total, au cours de cette enquête, il y a eu 165 000 prises de sang et 500 000 contrôles réalisés. Autant vous dire que les enquêteurs ils sont vraiment acharnés pour retrouver le tueur. En même temps, tu te dis que au cours de la période, une cinquantaine de meurtres a été causés, forcément, t'as envie de retrouver le coupable. Petite anecdote, le tueur, Tchikalo, a été contrôlé. En 1984, effectivement, on lui a fait une prise de sang. Mais chose assez étonnante, c'est que l'analyse ne concorde pas avec la semence séchée qui a été retrouvée. Et justement, c'est là qu'on a l'anecdote, c'est qu'une fois que cet homme a été arrêté, plus tard en 1990, et que vraiment c'était sûr et certain que c'était lui le tueur, les experts médico-légaux étaient très surpris d'avoir en face d'eux quelqu'un dont le sang ne correspondait pas du tout à l'ADN sur la semence séchée, et que c'était quelque chose de très rare. Donc tu te dis, les enquêteurs auraient pu arrêter l'homme, mais par un aspect génétique qu'ils ne pouvaient pas maîtriser, cet homme leur a échappé à ce moment-là, lui permettant de faire d'autres crimes. Comme quoi la nature parfois met des bâtons dans les roues. Pour vous résumer l'anecdote de la manière la plus simple possible, l'homme avait des données génétiques dans son sang qui étaient totalement différentes avec celles qui se retrouvaient dans sa semence. Comme si on avait affaire en fait à deux personnes différentes. Coup dur pour l'équipe de spécialistes, l'équipe qui avait été formée pour retrouver le tueur, parce qu'ils n'arrivent pas à avancer dans leur enquête. D'ailleurs, le lieutenant Burakov, celui qui est devenu un peu le profiler, était en dépression parce que totalement découragé. Et à un moment donné, il a fait une découverte. Il a découvert que le terrain de chasse du tueur, c'était les gares routières et ferroviaires. Là-bas, il arrivait à repérer des proies faciles, des fugueurs, des prostituées. Et avec l'aide d'un policier qui avait déjà arrêté plusieurs tueurs en série, il a mis en place une opération extraordinaire. Le but de l'opération, c'était très simple. Piéger le tueur. L'opération consistait à placer dans différentes gares 350 policiers en tenue, totalement identifiables, pour que le tueur se rabatte sur des gares où apparemment il n'y avait pas de policiers. Mais il n'en était rien. Il y avait bien des policiers, mais en civil, totalement non identifiables à leur fonction de policier. Le 6 novembre 1990, Tchikalo, notre tueur, est contrôlé par un policier. Le policier était en civil, dans une gare ferroviaire, et ce qui l'a interpellé, c'est que l'homme avait des traces d'herbe sur lui et avait du sang sur sa peau, notamment sur son visage. Donc tu te dis, c'est très suspect quand même quand tu vois ça, je pense. Surtout quand tu es en recherche active d'un tueur. Les chefs de l'équipe en charge de l'enquête ont analysé le rapport du policier, ils ont mis ça en évidence avec tous les indices qu'ils avaient pu récolter, notamment le profil psychologique qui avait été établi des années plus tôt. Et pour eux, ça y est, il n'y a plus aucun doute là-dessus, ils ont enfin mis la main sur leur tueur. Et le 20 novembre 1990, la police se rend au domicile de Andrei Tchikalo, il l'arrête et il découvre dans sa mallette, la mallette qu'il prenait quand il partait en voyage pour son travail, un énorme couteau de cuisine. Tchikalo est interrogé et très rapidement, il avoue ses meurtres. Et pour se défendre, il dit qu'il est sûrement malade. Ma foi, il pensait qu'en prenant un Doliprane, ça y est, il aurait plus envie de tuer personne. Il avoue au total 55 meurtres de jeunes garçons, de jeunes filles et de femmes adultes. Mais attendez,
Ce chiffre est déjà énorme. Bien qu'il ait avoué lui-même 55 meurtres, la justice n'a plus que lui créditer au total 52 meurtres. Pour les 3 meurtres restants, il n'avait pas forcément de preuves. On a donc 21 garçons de 8 à 16 ans assassinés par notre homme, 14 fillettes de 8 à 16 ans et 17 femmes adultes. Cet homme a un palmarès macabre des plus énormes, je trouve. C'est totalement fou. Le 14 avril 1992 vient enfin le procès de Andrei Tchikalo, le tueur qui a perduré pendant des années et qui a commis un nombre d'atrocités totalement énorme. Pendant que les différents avocats font leur plaidoirie pour justement donner le maximum comme peine au tueur, lui est dans son box, totalement serein, à souffler comme si le procès l'agaçait. Parfois il dit même des bribes de phrases incohérentes, mais en tout cas, il ne semble pas du tout se rendre compte de ce qu'il a fait. Il a l'air même d'en être plutôt fier, comme si c'était totalement normal. Naturellement, on s'en doute, cet homme n'en est pas sorti indemne, il a été condamné à mort. En date du 15 octobre 1992, c'est à cette date que la sentence a été prononcée, condamné pour le 52 meurtres commis sur la période de 1978 à 1990. 12 ans où il a commis toutes ces atrocités. J'ai fait le rapide calcul pour voir un peu la moyenne de meurtres par an. Tu te dis, cet homme par an a fait 4 assassinats. C'est énorme. Ce qui correspond, en gros, à un assassinat tous les 3 mois. Pour vous rendre compte à quel point cet homme était très actif pendant 12 ans. La vie de ce tueur en série a pris fin le 14 février 1994 où il a été exécuté d'une balle dans la nuque. Bien sûr, comme de nombreux tueurs en série, de nombreuses œuvres ont découlé, que ce soit des films, des livres, même des paroles de chansons, qui ont mis en avant, en tout cas qui se sont inspirés de cet homme qui était aussi appelé le boucher de Rostov. Les amis, c'est une histoire totalement incroyable, mais d'autant plus incroyablement macabre. Je voulais vous présenter cette affaire parce que quelqu'un qui a commis des crimes aussi atroces sur une période aussi longue, je trouve ça totalement fou. En plus, les enquêteurs ont eu du mal à repérer cet homme, quand même, ils ont mis énormément de temps. En plus, la situation politique à un moment donné a totalement bloqué la manière de penser des enquêteurs, qui se disaient c'est impossible que dans notre société il existe un tueur en série. Donc naturellement il se dirigeait sur plusieurs personnes. Et c'est ça que je voulais vous raconter aussi, c'est que vous voyez que la politique à un moment donné a pu totalement bloquer l'avancée de l'enquête pour retrouver Andrei Tchikalo. Et ça, je trouvais ça justement incroyable. En plus, avec des éléments un peu insolites, comme le fait que le tueur à un moment donné a été contrôlé mais relâché parce qu'on a préféré suspecter quelqu'un d'autre qui nous semblait plus probable, ça c'est quelque chose de dingue. Surtout quand tu te dis que quand il a été contrôlé pour la première fois, c'était après son premier meurtre. C'est-à-dire que tu aurais pu potentiellement, si tu t'étais pas trompé, sauver 51 personnes, ce qui est énorme. Après on a aussi l'aspect scientifique, le fait qu'on ne puisse pas trouver de compatibilité entre les prises de sang et les analyses de semences, ça c'est pareil, c'est dingue. Normalement, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on arrive à identifier des gens, avec des empreintes ADN, ce genre de choses. Là, tu te dis, cet homme avait les données génétiques de 2 personnes. Alors, j'ai peut-être une bêtise sur l'aspect génétique, mais en tout cas, on ne pouvait pas relier sa semence à son sang. Et ça, c'est juste fou. Tu te dis, les enquêteurs ont réussi à le trouver, mais ont eu une malchance énorme sur ce coup-là aussi. Et à la fin, une chance énorme de pouvoir enfin mettre la main dessus. L'opération qu'ils ont mis en place de grande ampleur dans les gares a porté ses fruits, et ça fait plaisir. Les amis, je vous propose qu'on sorte de ce cadre très glauque, très macabre, on quitte la Russie et on retourne en France dans mon petit studio parisien. Quelle affaire incroyable. C'est pour ça aussi que moi j'adore partager des histoires de tueurs en série avec vous, parce que c'est souvent des histoires qui sont totalement folles, parce que des fois il y a des erreurs d'enquête qui sont commises, où il y a un élément, un petit détail qui fait que les enquêteurs n'arrivent pas à retrouver le tueur alors qu'ils l'avaient vraiment devant leurs yeux, et c'est ça que je trouve extraordinaire. Après, fort heureusement, l'homme dont on parle a été mis derrière les barreaux, il a été mis au trou, il a été exécuté, condamné à mort, donc il ne fera plus de mal à personne. Mais c'est un homme qui a quand même été très actif pendant longtemps. T'imagines, tu vis dans cette région-là et tu sais qu'il y a quelqu'un qui commet des meurtres et ça dure pendant 12 ans. Tu as la peur de sortir de chez toi pendant 12 ans, de peur de croiser cet homme et qui mette fin à ta vie. Ça, c'est totalement fou. C'est totalement fou. Et aussi très intéressant. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!